Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essentiel. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler d'un sujet qui m'a impacté, un sujet lourd, mais où beaucoup de gens qui viennent au cabinet sont aussi passés par là ou sont en plein dedans, le burn-out. Aujourd'hui, en 2025, on parle de burn-out, donc l'épuisement au travail. On parle de brown-out, quand on perd sens au travail. Et on parle de bore-out, quand on s'ennuie au travail. Moi, à l'époque, on parlait à peine de burn-out. On remet le contexte. On est en 2013 quand j'explose. Mais quand j'analyse ce qui s'est passé, ça remonte bien avant. Je commence ma vie professionnelle en stage en 1999 dans une grande entreprise vendéenne qui fabrique des bateaux. J'adore le bateau, je fais du voilier depuis toute petite avec mes parents. Et je rentre dans cette société qui était une société à l'époque, il devait y avoir 3000 personnes, mais encore familiale, où il y a beaucoup de jeunes qui sont embauchés à l'époque, qui viennent de l'extérieur. Donc on se retrouve, en fait, on est post-étudiant, avec des sous, on n'a pas de famille autour pour beaucoup, et on se crée vraiment une famille. On fabrique un produit de luxe que j'adore. La société nous prête des bateaux les week-ends. Bref, j'adore mon métier et je suis à l'époque dans l'environnement. Donc, j'ai toujours voulu faire un métier qui protégeait la planète ou les gens. Et donc là, j'ai l'occasion de faire du bien à la planète dans ce métier. On me donne des missions très concrètes, de mettre en place le tri sélectif, de diminuer les émissions de composés organiques volatiles, des émissions polluantes, enfin bref, j'ai énormément de sens à ce que je fais. Et en plus, je m'éclate, la société, mon chef est bienveillant, etc. Donc, vraiment, je m'éclate. Et puis tout ça, la boîte grossit, ça se structure de plus en plus. Et puis je travaille alors entre-temps j'ai mon fils. Après mon fils, on me dit on me donne d'autres missions où je dois aller travailler à plus d'1 heure de la maison, 2 à 3 jours par semaine. Donc j'ai 2 heures à 3 heures de route par jour avec un petit de quelques mois qui ne fait pas encore ses nuits. Je change de chef où mon nouveau chef est beaucoup moins bienveillant, c'est peu de le dire. Et ça rechange. Et puis ça se restructure et on me dit maintenant en fait ton bureau il est plus à 5 minutes de chez toi, mais en permanence il sera à 3/4 d'heure. Donc avec mon mari on déménage pour que ça me fasse moins de temps de route. On quitte le bord de mer que j'adorais pour aller dans les terres. Me rapprocher de mon travail, et puis il nous annonce entre-temps j'ai ma fille, mon deuxième enfant. Je demande un congé parental à 4 jours semaine, travailler 4 jours semaine, donc avoir mes mercredis, et très clairement à partir de là je suis mise au placard. Et ils nous pondent un plan de licenciement
Et dans le plan de licenciement, ils font un appel au départ volontaire où très clairement, les managers nous mettent une pression tous les jours pour partir. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à chercher du boulot parce qu'on était tous les deux à l'époque avec le père des enfants dans cette entreprise. Et on s'était dit, il vaut mieux qu'il y en ait un qui parte. Et moi, j'étais responsable qualité, sécurité, environnement et je pouvais trouver du travail partout. Alors que mon mari était vraiment dans l'autisme, donc c'était compliqué de trouver ailleurs. Je me mets donc à chercher et je trouve un super poste, mais qui est situé à 1 heure de la maison. De la nouvelle maison, on avait déménagé. Et puis je me dis, j'y vais. Ma fille, elle a 1 an, mon fils, il a 3 ans, donc c'est des petits. Je réussis quand même à négocier d'entrée de jeu à 80%, donc j'ai quand même mes mercredis et c'est ce qui m'a un peu sauvée quand même. Je prends une nounou qui va chercher les enfants à l'école et puis chez la nounou de la journée pour les ramener à la maison, s'en occuper un peu le soir et me faire un minimum de tâches ménagères pour m'en sortir. Et je me donne corps et âme dans ce nouveau travail où j'ai un chef qui est radicalement différent des autres chefs que j'ai pu connaître, qui est un autodidacte et qui m'a apporté énormément, qui avait confiance en moi et quand il voyait que je passais trop de temps par exemple au boulot le soir, il allait me voir en me disant Stéphanie, si tu restes trop tard le soir, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que soit tu t'organises mal, soit tu as trop de boulot. Qui était pour déjà le télétravail de temps en temps. Donc, quand je sentais que je fatiguais, il m'autorisait à faire du télétravail, etc. Donc, j'ai été bien accueillie par les collègues. Enfin, c'était début très chouette. Et puis, j'avais quand même 2 heures de route par jour. Donc, il y a quand même de la fatigue insidieuse qui s'est installée petit à petit. Et puis, j'étais responsable qualité, sécurité, environnement. Et on m'a très vite donné un autre service, le service après-vente. Avec un certain nombre de personnes à gérer en plus. Donc, j'avais déjà un service en qualité. Et en plus, je me retrouve avec le SAV, où il y avait que des urgences à gérer, donc des filles au bureau à gérer les demandes clients et des équipes qui tournaient sur la France entière. Et là, j'ai été contrainte de faire mes preuves dans un domaine qui n'était pas forcément mon domaine de prédilection. Et j'ai eu besoin de me surpasser pour être reconnue. Première étape du burn-out, contrainte de faire ses preuves. Et en même temps, j'étais loin de ce travail qui me nourrissait, qui était l'environnement au départ. Là, clairement, j'étais beaucoup plus sur l'aspect qualité, où il y avait beaucoup moins de sens. Et donc, j'ai commencé à faire des horaires à rallonge. Avec les mercredis avec les enfants, en fait j'étais sur mon ordi à pianoter. Le week-end, le dimanche, je gérais les urgences SAV de la semaine. Deuxième étape du burn-out, un engagement accru avec des heures et des charges qui explosent. Forcément, tout ça a eu un impact sur ma vie personnelle. Donc forcément, tout ça a eu un impact sur ma santé, sur mes nuits, sur les repas que je saute le midi pour partir moins tard le soir. Et donc, j'ai négligé mes besoins personnels. Troisième étape du burn-out. Vous allez voir, il y a 12 étapes du burn-out. Et tout ça, j'ai complètement refoulé tout ça, il fallait que je tienne absolument, il fallait que je prouve, j'avais des signaux du corps, j'avais plein de choses, mais j'ai tout refoulé. Quatrième étape du burn-out.
Et puis, tout ça, j'ai commencé à avoir moins envie de sortir le week-end, avoir moins de copains. J'ai commencé à m'isoler petit à petit, pas le temps, trop fatiguée, etc. Et le travail a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, 5e étape du deuil, j'ai réinterprété mes valeurs. Tout ça, je me suis dit, je gère. Et puis, mon chef était toujours là et bienveillant. Donc, j'ai fait, j'étais dans le déni que j'étais en train d'imploser complètement. 6e étape. Et tout ça nous isole encore plus. On se met en retrait socialement de beaucoup de choses. En fait, je travaillais, j'étais maman. Et c'est tout ce que je faisais. J'étais même plus épouse, plus femme. J'avais plus le temps, en fait. 7e étape du burn-out, le retrait social. J'ai commencé à changer de comportement, c'est-à-dire j'étais froide, j'étais distante avec mon mari. J'avais tendance le vendredi soir à boire l'apéro un peu plus que d'habitude pour partir dans d'autres sphères et arriver à lâcher ma semaine. J'ai changé de comportement. C'est la 8e étape du burn-out. Et je suis passée en mode automatique complètement. Je n'étais plus moi. J'avais plus forcément d'émotions. C'était pilotage automatique. À essayer de garder la tête hors de l'eau. Et ça, c'est la 9e étape. La dépersonnalisation. Et puis, il y a un vide intérieur qui s'est formé. Plus rien n'avait de sens. Et donc là, c'est là où on retrouve des comportements compulsifs. Donc l'alcool en fait partie aussi. Et ce qui est... entre-temps, mon chef, il s'est fait renvoyer du jour au lendemain. Et on nous a mis un manager de transition. En fait, la boîte appartenait à des actionnaires qu'on n'avait jamais vus et les actionnaires nous ont pondu un manager de transition qui venait de Paris et qui était là pour faire des coupes. Et là, ça a été l'apothéose. On m'a demandé de licencier la moitié des personnes de mon équipe. Donc, il a fallu que je donne des noms de personnes qui se donnaient corps et âme dans une entreprise où on avait énormément de travail. Ça a été d'une violence humaine parce que, alors ok, on est dans une entreprise et tout ça, mais la façon dont ça avait été fait, c'était pas du tout en phase avec mes valeurs. Et puis je me souviens d'une fois où c'était la goutte d'eau en fait. On part en vacances à l'étranger avec mon mari et les enfants. Une semaine. Je rentre, j'ai à peine décompressé. Et on arrive le dimanche soir hyper tard à la maison de l'étranger. On arrive de Paris, on avait atterri, on arrive à l'arrache hyper tard. J'ai pas le temps de checker mes mails. Je pars à 6h30 le matin pour arriver tôt. Et on avait réunion dès 8h tous les lundis avec les cadres. Et là, le manager de transition me démonte d'une violence verbale et humaine devant tout le monde parce que j'avais pas répondu à un mail, sachant que j'étais à l'étranger. Pour vous dire, j'étais au Kenya à faire un safari, donc autant dire qu'à l'époque, en 2013, on ne captait pas et que j'avais pas de réseau et que j'avais pas de forfait Afrique et que la boîte me l'aurait pas payé, donc j'avais bien prévenu que je ne pouvais rien checker. On n'avait pas de réseau, pas de wifi, rien. Et en fait, il l'a fait exprès. Et c'était pour m'emmener au bord du gouffre. Et là,
je suis sortie de cette réunion, j'ai été pleurer dans mon bureau et je me suis dit, mais quel est le sens en fait à tout ça? Et là, j'ai vu ce vide intérieur, je revenais de vacances et il y avait ce vide. Et j'ai commencé à rentrer dans une forme de dépression, d'épuisement psychique profond, jusqu'au jour où, un matin, en allant au travail, donc sur mon heure de route, il n'y avait plus de sens, j'étais plus là à conduire et je me retrouve accident de voiture. Alors léger, heureusement, merci l'univers. Mais j'appelle mon mari et je dis, là, je viens de me planter, je suis au milieu d'un rond-point, j'ai rien, la voiture a pas grand-chose, mais il me dit, là, stop, t'arrêtes en fait. Tu prends rendez-vous, je te prends rendez-vous chez le médecin. La voiture roule, oui, tu files chez le médecin, je demande à ce qu'elle te prenne en urgence. Et là, je suis allée chez le médecin et le médecin me dit, mais vous êtes en... Alors, je ne sais plus si à l'époque elle avait prononcé le mot burn-out. Je pense que oui, mais il dit, vous êtes à bout en fait. J'étais en rupture physique, mentale, complet. Je suis rentrée chez moi et j'ai eu vraiment cette sensation de me dire, là, je suis au bord du gouffre. C'est-à-dire, soit je me préserve et je m'en sors, soit je tombe. J'avais vraiment, et je me souviens d'avoir dit ça à ma mère. Mon médecin m'a mis un mois d'arrêt, donc pendant ce mois-là, en plus c'était le début d'été, donc j'ai réussi à profiter, à me requinquer, aller à la plage, etc. Mais au moment de reprendre, mon corps disait non, c'était pas possible en fait. Je ne pouvais pas. Et mon mari m'a dit, écoute, tu demandes une rupture conventionnelle en fait. Enfin, tu pars, on se débrouillera toujours, mais là, t'en peux plus. Et donc j'ai demandé une rupture qui a été accordée assez facilement. Et quand je suis retournée, donc quelques mois après, le temps que tout ça se fasse et tout ça, récupérer mes affaires, j'ai eu un espèce de nœud encore à retourner voir cet endroit, enfin un nœud dans le ventre, c'était affreux. Et il m'a fallu quand même quelques temps pour me... Alors, je vous dis comme ça, il m'a fallu quelques temps pour me remettre de tout ça. Mais en fait, j'ai été beaucoup plus vite que ce que j'aurais dû. C'est-à-dire, au bout d'un an, même pas, au bout de quelques mois, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte, je vais faire des missions comme ça à droite à gauche. Donc, je suis partie à monter un truc. En fait, très vite, je me suis rendu compte qu'avec 2 enfants en bas âge, être à son compte et aller dans une société qui a 2 heures de route, où on n'a pas de vision, de visibilité sur l'agenda et tout ça, ça allait être quand même super compliqué, que mes enfants étaient encore petits, qu'ils avaient besoin de moi. Donc, j'ai vite laissé tomber et j'ai retrouvé du boulot au bout d'un an. Dans la dernière société dans laquelle j'ai été dans des travaux publics. Et donc, je suis repartie, je me suis dit, c'est cool, c'est à un quart d'heure de chez moi, c'est pas l'industrie, c'est les travaux publics, donc une nouvelle activité, plein de choses à gérer, etc. Enfin, plein de nouvelles choses à gérer. Ils m'ont fait passer mon diplôme pour être ce qu'on appelle directrice d'armement. Donc de gérer les navires qu'ils avaient, parce qu'ils faisaient des travaux maritimes et il y avait des navires de commerce. Donc cette partie-là dans les navires, j'ai adoré cette casquette-là. Mais en fait, je suis repartie tête baissée dans ce nouveau travail. Et au bout de quelques mois, j'ai repassé les 12 étapes du burn-out. Les contraintes, la contrainte de faire ses preuves, un engagement accru, la négligence des besoins, le refoulement des conflits, la réinterprétation des valeurs, le déni des problèmes, le retrait social, le changement des comportements, la dépersonnalisation, le vide intérieur, la dépression et l'effondrement total. À nouveau. Et l'effondrement total, à la différence, c'est que je l'ai connu avec la maladie et le décès de mon mari qui a été l'électrochoc. Mais j'étais déjà en dépression, en fait, au moment où il est tombé malade.
Et je me souviens de me dire, mais il faut que je change, je n'en peux plus en fait de ce travail. J'en peux plus de la non-bienveillance de mes collègues. Et là, j'étais dans une entreprise où j'avais certains de mes collègues qui étaient mauvais, pour pas dire autre chose, où j'ai vécu des choses inacceptables. A posteriori, j'aurais même pu porter plainte, en fait. Mais voilà, j'ai encaissé, et je suis repartie, en fait, dans le même cycle. Tout ça pour dire que ça arrive pas, ça peut arriver à tout le monde, qu'il y a quand même des étapes avant de se dire, attention, avant d'arriver à la rupture totale, il y a quand même des étapes où il peut y avoir des warnings, où on peut mettre en place des choses. Par exemple, de dire, je garde absolument un sport, de me dire, je me garde des temps pour moi, etc. Mais si à un moment donné, notre job, il est complètement désaligné avec tout ce qu'on est, et forcément, les étapes avancent. Sauf que c'est à nous, c'est propre à chacun, d'aller mettre un coup de pied, de se bouger les fesses, d'aller chercher un autre job, d'aller demander de faire un bilan de compétences, d'aller voir un coach de transition professionnelle, de se remettre en mouvement. Parce que sinon, petit à petit, alors on peut-être en faisant des étapes un peu plus longues, mais on avance en fait dans ces 12 étapes-là et on arrive au burn-out. Et le burn-out, on ne s'en remet pas on s'en remet pas en quelques mois. Ça met du temps, voire des années de reconstruction derrière. Et pendant ce temps-là, on reste quand même fragile. Et c'est important d'être vigilant, même si on reprend une activité professionnelle, d'être vigilant au warning. Je vous disais dans un des épisodes que j'ai fait il y a quelques semaines, que fin 2024, je sentais que j'étais limite burn-out. Il y a ces signaux-là qu'on peut voir, les signaux d'alerte. Un hyper-investissement, des horaires à rallonge, du mauvais sommeil réduit ou des repas qui sautent, une irritabilité, un isolement progressif où j'ai pas le temps, devoir se justifier en permanence, on refuse les invitations, on a des colères inhabituelles, on n'arrive plus à s'enthousiasmer, on a des comportements compulsifs, on a une fatigue extrême, des idées noires. Tout ça, ce sont des signaux d'alerte. Et moi, j'en ai eu quelques-uns quand même en fin 2024 qui m'ont permis de dire attention là. Attention, warning. Donc c'est moi dans ces moments-là, moi je suis pas dans un métier de perte de sang, c'était juste de l'investissement que je mettais. Donc j'ai dit ok, on recadre, je me reprends du temps pour moi, je garde mes temps sport et je réorganise mon activité professionnelle pour qu'elle soit alignée à moi et que c'est pas moi qui m'aligne à mon activité professionnelle. Et ça c'est tout le travail que j'ai fait début 2025 pour recaler ça. Donc, faites attention aux signaux d'alerte que vous avez. Faites-vous aider, parlez-en et changez les choses avant qu'il soit trop tard, avant d'arriver à la rupture totale, parce que quand on arrive au bout de cette 12e étape de rupture complète, psychique et corps, on met un temps énorme à rebondir. Et ça c'est en énergie, émotionnellement, ça amène énormément de fatigue. Voilà pour cet épisode. J'espère que pour ceux qui peuvent se sentir concernés, que ça vous donnera l'élan de mettre des choses en place, d'aller voir du monde pour vous aider, de faire bouger les lignes. Et puis, pour les autres, de vous apporter de la connaissance sur ce sujet
que j'ai traversé 2 fois, on peut dire. Et que clairement, c'est que pour moi, j'étais absolument plus alignée non plus dans le métier que je faisais. J'y trouvais plus de sens, j'y trouvais plus de valeur. Voilà, ma gorge se noue quand j'en parle. Il y avait plus de sens à mon travail, il y avait plus de valeur. Mon travail, j'aimais plus ce que je faisais. Et en plus, j'étais dans un environnement plus bienveillant. Tant que j'étais dans un environnement bienveillant, avec du sens, je pouvais avaler du travail. J'étais satisfaite. Et mon human design, j'étais dans cette satisfaction. Dès lors que j'étais dans la frustration, je me suis vidée de mon énergie petit à petit. Et puis après, terminé, quoi. C'était compliqué de m'en remettre. J'ai eu la chance sur mon premier burn-out d'être épaulée par mon mari, qui m'a vraiment aidée vraiment beaucoup dans cette période-là. Et puis sur le deuxième, au décès de mon mari, j'ai eu la chance de me faire épauler par des thérapeutes et des psychologues top. Et quelque part, ça a été le début de ma résilience et de ma renaissance. Et quand on fait quelque chose de son burn-out, si on nous amène un burn-out, c'est là où ils nous disent non mais t'es pas sur la voie là, donc bouge en fait, fais quelque chose. Et il y a les 12 étapes où ils te disent bouge, mais on veut rien entendre, on a les œillères et on fonce. Et donc là ils m'ont secoué bien fort. Mais j'avais besoin de ça, tête de mule comme je suis, pour comprendre vers où je devais aller et être dans quelque chose où aujourd'hui je m'éclate, c'est aligné, je kiffe en fait. Sinon je serais passée à côté toute ma vie et je suis persuadée que j'aurais une maladie ou je serais partie, il y aurait eu quelque chose. Ça aurait pas pu continuer comme ça, c'était pas possible en fait. Voilà, un sujet un peu lourd, mais tant de personnes sont concernées que ça me paraissait important d'en parler, d'échanger avec vous. Voilà, comme d'habitude, merci de partager, de liker le podcast, de mettre des commentaires, ça m'aide. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est énorme en fait pour remonter dans les algorithmes des plateformes, etc. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle journée.